Comme sur les autres continents, la crise majeure de la biodiversité s'abat sur l'Europe. Les populations de la plupart des animaux terrestres, des poissons, des amphibiens, des plantes, déclinent. Mais le continent connaît aussi une évolution unique. Depuis les années 50, la conservation de la grande faune a permis son retour. 17 000 ours vivent dans 22 pays. Il y a désormais 2 fois plus de loups en Europe qu'aux États-Unis. Des scientifiques, des protecteurs de l'environnement, ont décidé d'accélérer ce mouvement et d'aller encore plus loin. On constate un retour de la faune sauvage en Europe, mais à un niveau extrêmement faible si on compare au passé. Les densités d'animaux en Europe devaient ressembler à ce que l'on peut voir aujourd'hui dans les réserves africaines. Leur objectif, retrouver une nature sauvage sur le continent européen. Leur moyen, le rewilding, littéralement réensauvagement. Quels sont les principes du rewilding? Est-il envisageable sur le territoire européen, si dense, si peuplé? Le rewilding a émergé ces 20 dernières années comme un nouveau paradigme de la conservation de la nature. Cette idée est apparue dans différentes parties du monde et de différentes manières. Elle fait l'objet de beaucoup de débats, d'espoirs et d'attentes. Le rewilding souhaite recréer des écosystèmes plus riches. Il repose essentiellement sur la réintroduction de grands animaux comme les bisons ou les ours. Mais le but n'est pas seulement d'éviter l'extinction de ces espèces. Le but est que l'action de ces animaux modèle un nouvel environnement en libre évolution. Un environnement où des processus naturels perdus renaissent et accroissent la biodiversité. Ce que nous disons, c'est créons les bonnes conditions pour que la nature reprenne son propre cours. Mais vous savez, la nature aussi est une force. Et elle peut façonner le futur. Avant d'essaimer en Europe, le rewilding est né aux États-Unis dans les années 90. Le concept a trouvé son application la plus exemplaire dans le parc national Yellowstone. Une expérience qui a marqué les esprits. La réintroduction des loups, éradiqués dans les années 20, a entraîné une transformation à grande échelle d'un écosystème alors asphyxié. Jusqu'à cette réintroduction, les cervidés, sans prédateurs, exerçaient une pression trop forte sur la végétation. Mais une fois de retour, les loups chassent ces cervidés qui modifient leur déplacement. Ils ne mangent plus autant les pousses de tremble et de saule dans les zones où ils sont vulnérables. Ces arbres peuvent donc se développer de nouveau le long de la rivière. Les castors qui les apprécient reviennent, créent des étangs et des marais. Les poissons, les amphibiens, les insectes, les oiseaux se multiplient. Une seule espèce serait donc capable d'entraîner des réactions en chaîne d'une telle ampleur qu'un écosystème entier peut s'en trouver profondément modifié et enrichi. Une seule espèce pourrait modifier le paysage. Les loups auraient-ils ce potentiel en Europe? En Pologne, dans l'une des dernières forêts primaires européennes, là où les loups n'ont jamais disparu, Driss Kuiper a essayé de répondre à cette question. La forêt de Białowieża est un cas à part en Europe, car il n'y a eu aucune activité forestière, ni de gestion d'ongulés, depuis presque 100 ans.
Ce qui veut dire que cette forêt a été structurée par des facteurs naturels, ce qui est assez unique en Europe. En plus de cela, nous avons ici un écosystème quasi complet. Il y a des grands prédateurs. On y trouve des lynx, des loups et aussi des grands herbivores avec 5 espèces différentes: bisons, élans, cerfs, chevreuils et sangliers. C'est un écosystème vraiment complet. Driss Kuiper pose donc des caméras sur les arbres et observe les traces de broutage des herbivores sur les jeunes pousses. De ces données, il décrypte des déplacements, des interactions entre les proies et les prédateurs, des comportements spécifiques qui permettent ou non à la végétation de croître. Voilà un très bel exemple du fonctionnement écologique de cet espace naturel. Ici, voici un arbre mort. Ce genre d'obstacle va faire peur aux cerfs, car il entrave leur champ de vision. Ils ne peuvent pas voir si un loup se cache derrière, et l'arbre réduit aussi leur possibilité de fuir. Du coup, les cerfs vont avoir tendance à éviter ce type d'endroit. Ils préfèrent contourner ces lieux. Et s'ils s'y trouvent, ils vont être en alerte, beaucoup plus vigilants. Ils vont surveiller les alentours et être particulièrement farouches, si on peut dire. Le résultat, c'est que l'on peut constater une réelle diminution du broutage dans ces zones. Là, par exemple, on a un érable, un arbre qui est brouté. Toutes les branches du haut ont été mangées par les cerfs. En revanche, il y a aussi de plus en plus d'arbres qui ne sont pas broutés, qui peuvent grandir et finalement atteindre la canopée. Driss Kuiper établit ainsi une corrélation entre la présence naturelle des loups et le comportement des cerfs. Ça, c'est un comportement de vigilance typique. Les oreilles sont en mouvement, les animaux ne broutent pas et ils regardent autour d'eux. Ils sont très attentifs à ce qui se passe. Il estime que le prédateur participe pour 10 à 15% à la régulation de la population d'herbivores. Un effet certain, mais rien de comparable avec Yellowstone. Białowieża est probablement ce qui se rapproche le plus d'une zone sauvage en Europe. Quand on observe d'autres endroits en Europe, on constate qu'ils sont vraiment beaucoup plus impactés par l'homme. Il est vraiment important de garder cela à l'esprit. La recolonisation par les loups de l'Europe occidentale est certes intéressante, mais il ne faut pas s'attendre à un effet aussi important que celui constaté à Yellowstone. Notre situation est vraiment spécifique, et dans la plupart des cas, l'impact des loups sera fortement réduit, et cela tient à l'influence des humains sur tous les processus écologiques. La différence entre Białowieża et Yellowstone tient en partie à leur surface. La forêt polonaise est 85 fois plus petite que le parc américain, où les humains ne sont que de simples visiteurs. Mais en Europe, entre l'agriculture, la gestion des forêts et l'urbanisation, les humains sont présents partout et les espaces considérés comme sauvages y sont rares. Ces espaces sauvages se trouvent essentiellement dans le nord de la Scandinavie, dans les parties montagneuses et semi-montagneuses du continent, un peu dans la péninsule ibérique, les Balkans, les Carpates. La réintroduction de grands animaux permettrait ainsi de retrouver un état de la nature disparu sur notre continent. Pour autant, est-ce possible? Et comment? À Oxford, Jamie Lorimer réfléchit à nos conceptions sur la protection de la nature dans un continent où l'influence de l'homme est partout. Si toute notre planète porte la signature des humains, alors où commence la conservation? Quelles sont les priorités si tout est influencé par l'humanité? Il y a une version du rewilding qui consiste à retrouver des espaces sans êtres humains, surtout en Amérique du Nord où il existe encore des zones sauvages. Mais je crois que dans le contexte européen, où les paysages sont gérés par l'homme de très longue date, le rewilding propose une vision nouvelle de la conservation de la nature.
Ce qui caractérise vraiment le modèle européen, c'est le fait d'appliquer le rewilding sur des territoires qui n'étaient pas prévus pour la conservation de la nature et sur lesquels on cherche à restaurer les processus naturels. On n'essaye pas de protéger une nature passée, mais plutôt de créer une nature nouvelle. Pour Paul Jepson, de l'école de géographie et de l'environnement d'Oxford, un lieu et un homme symbolisent cette idée. Un lieu et un homme révolutionnaires. J'ai entendu parler du travail qui était mené aux Pays-Bas par Frans Vera à Oostvaardersplassen. Et c'était comme la différence entre le vieux rock établi et la musique punk. Tout a changé. Il y avait une sorte d'énergie, une vision qui a bouleversé la façon de voir les choses. Il a déstabilisé notre façon de penser et nous a amenés à voir d'une manière totalement différente la conservation de la nature et le rewilding. Oostvaardersplassen, un polder de 5600 hectares aux Pays-Bas. Un paysage et une densité de faune rappelant presque le parc national du Serengeti en Tanzanie. L'homme derrière cette vision se nomme Frans Vera. Il a apporté une réponse radicale et non conformiste à un problème de conservation lié au polder. Le polder est créé en 1968 au cœur des Pays-Bas, le pays le plus densément peuplé d'Europe. Un marais s'y forme, rapidement colonisé par les roseaux. Des oiseaux s'installent, mais cet espace est condamné à s'appauvrir en raison de la prolifération de ces plantes. Frans Vera s'aperçoit alors que les oies, en mangeant les roseaux, gardent l'espace ouvert. Une révélation. C'était un changement de paradigme. Je suis un écologiste et j'ai appris à l'université l'ancien paradigme. Les animaux herbivores suivent toujours la succession végétale. Le résultat, c'est que tout espace où les arbres peuvent pousser deviendra une forêt fermée. Cette théorie affirme donc que toute l'Europe était recouverte de forêts. Ce qui se passe ici, c'est que les oies cendrées ont prouvé que les herbivores pouvaient influencer l'évolution végétale et éviter la formation des forêts. D'une manière générale, on considérait que l'Europe était une immense forêt fermée avant l'apparition de l'agriculture, avant que l'homme n'influe sur son environnement. Cette théorie impliquait donc que les herbivores soient incapables de façonner un paysage. Ils s'adaptent à celui-ci. À Oostvaardersplassen, Frans Vera fait donc le pari inverse après ses observations. Pour que la zone adjacente au marais ne soit donc pas envahie d'arbres ou d'arbustes, il propose de laisser des troupeaux d'herbivores en liberté, sans nourriture supplémentaire. Tous les scientifiques ont dit « non, c'est impossible ». Car avant, en Europe, il y avait des aurochs, des cerfs, des élans, des bisons, des tarpans. Et puis, toute l'Europe était recouverte de forêts denses. Oostvaardersplassen devient alors une sorte de laboratoire dans un espace fermé. Les aurochs ou les chevaux tarpans ayant disparu, Frans Vera choisit des espèces actuelles comme substituts. 20 chevaux coniques, 32 vaches eques, 40 cerfs. Ces animaux sont complémentaires. Les chevaux mangent de l'herbe plus courte que le bétail, mais le bétail broude davantage et s'occupe d'espaces qui n'intéressent pas les chevaux. D'une centaine d'animaux initialement, ce peuplement d'herbivores atteint aujourd'hui des maximums de 5000 têtes. On observe des troupeaux dont la taille paraissait impossible en Europe. Cette population est régulée par la quantité de végétaux disponibles et la rigueur des hivers. Le nombre d'herbivores peut alors diminuer d'environ 30%, voire 60% lorsqu'il est très rigoureux. Cette dynamique de la population des ongulés influence celle des plantes, des insectes et des oiseaux. En fonction de la quantité d'herbivores,
des espèces colonisent ce milieu, d'autres disparaissent localement, puis reviennent, comme cette plante jaune. Une des choses que je n'attendais pas, et qui est aussi une preuve de cette dynamique, c'est ce que nous voyons avec le sénesson de Jacob. Il est apparu soudainement, et maintenant il s'étend de l'est vers l'ouest de la zone. Mais on sait aussi que d'ici 3 ou 4 ans, il va presque disparaître de nouveau. Et aujourd'hui, cette plante est une aubaine pour les insectes. Une étude faite entre 1996 et 2012 montre que les grands herbivores ont façonné la végétation. Sans eux, les roseaux en orange sur la carte, les herbes hautes en rose, les arbustes en marron auraient envahi l'espace. Aux côtés du marais, les herbivores ont ainsi créé et maintenu une prairie en vert et influencé les dynamiques de ce territoire. Ce sont eux qui gèrent. On peut imaginer d'immenses territoires qui autrement devraient être gérés par les humains et qui coûteraient énormément d'argent. C'est aussi au cœur des débats dans notre cas. Certaines personnes disaient qu'il n'était pas possible de protéger cette zone car elle est trop grande et que ce serait trop cher. Mais ces animaux-là, ils ne coûtent rien. Le principal enseignement d'Oostvaardersplassen, c'est « Les grands animaux herbivores dirigent l'évolution végétale ». Ils sont les architectes du paysage. Ces observations sur les herbivores influencent largement les réflexions et surtout la mise en pratique du rewilding en Europe. Franz Schepers est l'un des acteurs importants du rewilding en Europe. Il attend ce camion qui a parcouru 2000 km depuis Berlin. Les 15 derniers sont éprouvants. Ce chargement fait partie d'un vaste projet. Depuis 2014, Franz Schepers relâche des bisons issus de zoos de réserve dans le sud des Carpates. Il s'agit du plus important programme de réintroduction de bisons sur le continent. Le plus gros animal terrestre d'Europe est une espèce emblématique du rewilding. L'objectif est de constituer une population viable de bisons sauvages en liberté. Si on regarde l'état actuel des populations de bisons, il doit y avoir environ 5000 individus, peut-être un peu plus, qui vivent à l'état sauvage en Europe. Mais nous n'avons que quelques populations solides et viables. On a surtout beaucoup de petites populations. Mais nous avons besoin d'autres plus grandes, robustes et viables sur des territoires comme ceux-ci. Animaux protégés, les bisons sont relâchés sur ces terres, autant pour assurer la protection de l'espèce que pour restaurer leur fonction dans cet écosystème. Vous voyez celui-ci? Il est vraiment resté dans la forêt. On peut voir ses déplacements. Lorsque le troupeau augmente, les animaux explorent des nouvelles zones. Ils cherchent de nouveaux endroits, une meilleure nourriture selon la saison. Durant l'été, ils restent dans des espaces ouverts. Ils aiment manger de l'herbe. Pendant l'hiver, par contre, il y a moins d'herbe et ils sont obligés de chercher d'autres formes de nourriture. Ils vont exploiter l'écorce des arbres, des branchages. Ils ont beaucoup plus d'impact sur la végétation. Le bison agit fortement sur son environnement. Grâce à sa taille et son poids, il brise les branches basses et les arbustes en marchant. Il est capable d'atteindre les branches et les écorces à plus de 2 mètres de hauteur et de manger les parties ligneuses des arbres. Sa présence permet ainsi de créer des trouées, voire des clairières dans le milieu boisé. La lumière pénètre et permet ainsi la prospérité de nombreuses plantes, donc de nombreuses espèces animales. Ses fonctions dans les écosystèmes ont été perdues au cours de l'histoire. Tué, chassé par les hommes, le bison a disparu des monts Tarkou au XVIIIe siècle. En Europe, on compte désormais 5000 bisons, aussi peu nombreux que les rhinocéros noirs en Afrique.
Il faut bien réaliser qu'en Europe, nous nous sommes habitués à des paysages vides. On dit souvent « quel beau théâtre », mais où sont les acteurs? En Europe, nous avons tous grandi dans un paysage de terres cultivées. Nous gérons tout, et nous pensons que si les terres ne sont pas gérées et contrôlées, cela ne marche pas, ou même que c'est problématique. Je crois que c'est une mauvaise analyse. L'Europe est le seul continent dans le monde où les gens associent la conservation à des paysages contrôlés. La réserve naturelle d'Otmore en Angleterre incarne parfaitement cette approche. Cette manière de protéger la nature en Europe, tout en la contrôlant, la façonnant, la maîtrisant. Paul Jepson y emmène régulièrement ses étudiants. Quand j'amène mes étudiants internationaux, et quand ils voient cela, ils me demandent tous, « Mais pourquoi tu nous as amenés ici? C'est un champ. C'est ça la conservation ?» Mais en fait, oui, c'est comme ça qu'on protège la nature au Royaume-Uni et en Europe. Et ils ont raison de penser que c'est seulement un champ. Car aujourd'hui, nous nous sommes habitués à cultiver la biodiversité, à jardiner la nature. Et pour des étudiants qui viennent d'autres parties du monde, d'Amérique latine, d'Afrique, ils me disent « Mais ce n'est pas très excitant. On ne veut pas être des fermiers, nous. » Et ça pose une question importante. Qu'entendons-nous par conservation? Qu'est-ce que la protection de la nature? Cette approche traditionnelle de la protection de la nature en Europe consiste à identifier des espèces cibles à sauvegarder. À Otmore, une partie de la réserve a ainsi été pensée pour deux oiseaux en particulier, le chevalier gambette et le courlis cendré. Il y a 15 ans, ceci était une parcelle agricole, et ces deux espèces étaient en déclin au Royaume-Uni. Et ce qu'on peut voir, c'est que le terrain a été creusé pour créer des mares peu profondes, spécifiquement conçues pour permettre la reproduction des chevaliers gambettes. Ce sont des habitats qui sont absolument parfaits pour ces oiseaux. Donc, c'est vrai, c'est une réserve rigoureusement gérée avec un objectif très ciblé, augmenter la population reproductrice de cette espèce. Mais on peut aussi considérer cela comme un environnement statique. Il est optimal pour cet oiseau en particulier, mais il n'est pas vraiment adapté pour un tas d'autres espèces. Pour bien comprendre ce qu'est la conservation de la nature en 2018, il faut remonter aux sources. On était alors totalement focalisé sur les espèces et sur leur sauvegarde. Mais les choses ont changé au fil des années. Tout d'abord, on a compris que la biodiversité, c'est bien plus que cela. La biodiversité, c'est aussi les gènes, les écosystèmes et les processus à l'œuvre. Et on s'est aussi rendu compte qu'il n'était pas possible de restaurer certains endroits tels qu'ils étaient il y a une centaine d'années, et notamment à cause des changements climatiques. Donc, le rewilding intègre ces nouvelles idées, ces nouveaux concepts, que protéger la biodiversité va bien au-delà de la protection des espèces. Pour Nathalie Petorelli, de l'Institut zoologique de Londres, le rewilding opère ainsi la synthèse des approches en conservation de la biodiversité. Le rewilding, dans sa mise en pratique, prolonge par exemple les études faites sur les écosystèmes passés et sur le rôle que tenaient les grands animaux. Ces études remettent en cause nos idées sur la nature européenne avant que l'homme ne la modifie. À quoi ressemblait cette Europe originelle? Et les grands animaux étaient-ils les ingénieurs de ces paysages? À Aarhus, au Danemark, Jens Christian Svenning regarde dans le passé pour mieux comprendre l'histoire des écosystèmes.
Traditionnellement, on pensait que le paysage européen, avant l'introduction de l'agriculture, était recouvert de forêts denses. La composition de ces paysages pré-agricoles a fait l'objet de grands débats dans la communauté scientifique. L'idée traditionnelle consiste à penser que les paysages d'Europe étaient densément boisés. Mais plus tard, cette idée a été remise en cause. Et il a même été suggéré que le paysage aurait pu ressembler à la savane. La recherche menée avec mon équipe montre qu'avant l'introduction de l'agriculture, les paysages étaient très variés. Il y avait des zones de forêt dense, mais aussi des zones semi-ouvertes et des prairies. Ces débats sont centraux dans la définition du rewilding et sa mise en œuvre. Ils remettent les grands animaux au cœur du paysage. Premièrement, il y a une prise de conscience croissante sur le fait que les grands animaux, tout en haut de la chaîne alimentaire, ont un rôle prépondérant dans la structure des écosystèmes. Deuxièmement, nous savons maintenant de plus en plus que les grands animaux étaient présents dans pratiquement tous les écosystèmes. La situation actuelle, à savoir des peuplements de grands mammifères très réduits, est rarissime sur l'échelle de temps de l'évolution. Ce regard dans le passé modifie ainsi les conceptions sur le fonctionnement des écosystèmes et fait s'interroger sur le rôle exact des grands mammifères. Cet intérêt est assez récent. En 2014, Yadvinder Mali organisait le premier colloque international sur les impacts de la mégafaune. Toute l'écologie scientifique, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, a été pensée pour des paysages sans mégafaune. Donc ce que nous pensons être des écosystèmes optimaux sont en fait souvent artificiels, car dépourvus des grands animaux qui les ont façonnés dans le passé. Dans un écosystème privé de mégafaune, un processus naturel de régénération demande normalement des dizaines d'années. En revanche, dans un écosystème riche en mégafaune, il peut prendre seulement quelques semaines. Il y a une énorme accélération des cycles de nitrogène, de phosphore et des nutriments. C'est une accélération dans le temps, mais aussi dans l'espace. Des nouveaux nutriments voyageraient très lentement à travers le territoire, d'une rivière fertile à une colline par exemple, alors que là, ces processus interviennent en quelques mois ou années, au lieu de plusieurs siècles. C'est ce mélange de vitesse et de mouvement constant des animaux qui rend les cycles biologiques et biochimiques de ces systèmes avec mégafaune très différents de ceux d'où la mégafaune a disparu. La mégafaune accélère donc les processus en œuvre dans un écosystème. Il les multiplie, favorise les dynamiques et la richesse de l'ensemble. Cette prise de conscience pousse donc à la réintroduction de ces grands animaux. Mais comment faire quand ils n'existent plus à l'échelle mondiale? Comme l'auroch, l'ancêtre du bétail, éteint en 1627. Comment retrouver ses fonctions dans l'environnement? L'auroch, par sa taille, par son organisation sociale en vastes troupeaux, a été pendant des milliers d'années l'un des principaux architectes du paysage européen. Certains souhaitent aujourd'hui lui redonner vie en utilisant ses descendants, des races de vaches domestiques. Ils sont très bien adaptés à ce terrain. Ça doit pas être toujours facile de distinguer un mâle d'une femelle. Oui, c'est vrai. Parfois, s'ils sont à l'ombre, et comme ils sont très foncés, voire noirs, on ne les distingue quasiment pas. Oui, je comprends. Ronald Godry visite la réserve de Faia Brava au Portugal, sur laquelle veille Eduardo Realinho au quotidien. Ronald y a implanté il y a quelques années un troupeau de bétail marronessa, une race robuste, intéressante à dédomestiquer dans le cadre d'un programme de rewilding.
La dédomestication s'avère nécessaire quand l'espèce sauvage n'existe plus. Dans beaucoup de cas, cela ne sert à rien. Pourquoi dédomestiquer par exemple des cochons alors que les sangliers sont toujours là? Si on prend le cas des chevaux, et surtout celui des bovidés, l'ancêtre sauvage s'est éteint. Ronald Godry veut donc recréer le roc. Ici, sur ce site, on découvre des gravures d'aurochs et d'autres animaux qui ont entre 22 et 25 000 ans. Les aurochs étaient probablement présents partout en Europe. Et il y avait d'immenses troupeaux, des centaines de milliers, peut-être des millions dispersés dans toute l'Europe. Pour arriver à ses fins, Ronald Godry croise différentes races de bétail. Il cherche à obtenir des attributs physiques propres à l'auroch. Un gabarit, une hauteur sur pattes, une longueur de corne qui faisait la spécificité de l'animal. Beaucoup d'espèces se sont éteintes, mais pas l'auroch. L'espèce est partout. Il y a 1,2 milliard de vaches, de bovidés dans le monde. Donc l'ADN des aurochs est toujours là. Il est là dans les millions d'animaux à travers le monde, et en particulier chez certaines races qui n'ont pas été tant modifiées que ça par le processus de domestication. Nous sommes convaincus qu'un animal qui ressemble le plus à un auroch, sans qu'il soit une copie conforme, a de plus grandes chances de survie. Il a besoin de grandes cornes pour se défendre contre les loups. Il doit être haut sur pattes pour couvrir de grandes distances. Nous avons vraiment besoin de ces caractères primitifs qui sont encore présents chez de nombreuses races en Europe. Le projet devrait durer encore une vingtaine d'années. Ronald Godry utilise aujourd'hui 4 espèces, dont la marronessa. La marronessa est une race portugaise déjà habituée à se protéger des loups. Regarde ça. Aucune peur. Il ne se détourne pas, il nous regarde. Ça change, hein? Une race adaptée à son environnement, toujours sur le qui-vive, agile, prête à se défendre. Elle est difficile à repérer dans les 1000 hectares de la réserve de Faia Brava. Bien sûr, le bétail domestique est habitué à ce qu'on lui donne de la nourriture, de l'eau. Ils se trouvent toujours au même endroit. Ils ont les mêmes habitudes. Ici, les animaux doivent s'approprier eux-mêmes l'environnement, trouver la meilleure nourriture, se cacher lorsqu'ils sont en danger. On voit que d'une génération à l'autre, ils sont en train de changer leur comportement. Ils redeviennent de vrais animaux sauvages. Et même pour moi, c'est incroyable de constater que cela survient en quelques années. Je crois que c'est l'un des enjeux philosophiques posés par le rewilding. Nous avons une nouvelle compréhension de ces grands animaux et des technologies potentiellement incroyables. Alors pouvons-nous utiliser tout ça pour faire de l'Europe un lieu plus sauvage ? Le rewilding nous permet de concevoir des animaux qui seraient entre ces deux extrémités que sont le domestique et le sauvage. On pourrait obtenir un animal dédomestiqué, mais qui comporte certaines propriétés d'un animal sauvage. Cela vient rompre la vision binaire du domestique et du sauvage. Cette nouvelle vision, qui rapproche le domestique et le sauvage, est au cœur d'un projet de rewilding dans le sud de la Grande-Bretagne. Knepp Estate, une ancienne terre agricole de 1400 hectares, à 20 km de l'aéroport de Londres. Depuis 2000, Sir Charles Burrell et Isabella Tree
ont délaissé leur exploitation laitière pour mettre en œuvre un projet expérimental de réensauvagement subventionné en partie par l'État britannique. Il repose sur la dédomestication, notamment du bétail de race Longhorn. L'animal est libre, il n'a aucune nourriture supplémentaire. Certains animaux, trop faibles pour survivre à l'hiver, sont abattus et fournissent de la viande. Charles et Isabella redécouvrent leur comportement. Ici, nous essayons d'opérer un remplacement, de trouver un substitut à des animaux qui auraient vécu ici il y a 10 000 ans. On peut voir comment les vaches ont un impact sur le terrain. Elles ne se contentent pas de brouter de l'herbe. C'est ce qu'on pense habituellement. Mais en réalité, elles aiment explorer. Elles ont enlevé tout le feuillage sur ces arbres que nous avons coupés. Elles se nourrissent de toutes sortes de végétation. Elles transportent aussi des graines dans leur ventre, des nutriments d'un endroit à un autre. Elles sont des acteurs de changement et de perturbation très importants. À Nepp, ces effets sont immédiatement visibles. J'adore celle-ci. On dirait un désert. Non? On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et puis d'un coup, c'est le Serengeti. Ça, c'est en 2007. J'adore. Parce que si tu m'avais dit que la photo avait été prise au Kenya, je t'aurais cru. Sur leur terre, plus rien ne rappelle les parcelles bien ordonnées du Sussex, dont aiment se vanter les fermiers du comté. Mais Nepp est aussi particulier parce que c'est l'un des rares projets de rewilding où tout est recensé depuis les premiers jours. Mais regarde, c'est intéressant. Là, on a de l'érable, érable, du frêne, du chêne, du chêne. Charles Burrell et Isabella Tree lient ainsi le retour des tourterelles à l'action des cochons Tamworth, utilisés comme substitut des sangliers, interdits sur les propriétés anglaises. Je pense que les tourterelles se nourrissent dans les zones creusées par nos cochons Tamworth. Et ça, c'est très intéressant. Car la population augmente. Et c'est grâce aux cochons que nous voyons le nombre de ces oiseaux augmenter au lieu de diminuer, comme partout ailleurs dans le Royaume-Uni. Pour nous, c'est sûrement la réussite la plus spectaculaire et la plus inattendue. Quand j'étais enfant, au Royaume-Uni, il devait y avoir 125 000 couples de tourterelles. Pour moi, leur chant, c'était le son de l'été, comme celui du coucou. Aujourd'hui, nous avons probablement moins de 3 000 couples, sans doute beaucoup moins. Avec un peu de chance, nous avons 200 couples sur la totalité du Sussex, où l'on se trouve actuellement. C'est probablement l'espèce d'oiseau la plus susceptible de disparaître du Royaume-Uni dans les prochaines décennies. C'est un désastre. La population a plongé de 95%, peut-être plus. Et ici, tout à coup, nous avons vu des tourterelles apparaître. L'été dernier, nous avons compté 17 mâles. Et nous savons qu'il y a eu des reproductions, car nous avons vu les petits. C'est extraordinaire. C'est sans doute le seul endroit au Royaume-Uni où le nombre de tourterelles augmente. Les scientifiques s'intéressent désormais à tout ce qu'il se passe à Nepp. Les insectes qui viennent pondre dans les traces de pas du bétail, comme les abeilles Lasioglossum. La terre qui est remuée par les animaux et permet à des saules hybrides de pousser. Ces saules produisant eux-mêmes une feuille unique qu'apprécie le grand Mars changeant. Sa population explose à Nepp comme nulle part ailleurs en Grande-Bretagne. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres espèces. Dans la zone la plus urbanisée de Grande-Bretagne, cette réussite écologique nourrit le débat.
Le gouvernement actuel a présenté un plan environnemental sur 25 ans. Et NEP est mentionné dans ce document à titre de site exemplaire qui affiche des progrès notables. Au moins, cela va provoquer des débats intéressants. Où allons-nous donner plus de place à la nature? Comment allons-nous le faire? Est-ce que ceci peut être un moyen de redonner de l'espace à la nature? Aujourd'hui en Europe, les projets de rewilding se multiplient. Mais l'immense majorité est circonscrite dans des zones relativement petites et fermées. À titre d'exemple, Osvardersplassen, 5600 hectares, NEP, 1400 hectares, réserve de Faya Brava, 1000 hectares. Mais peut-on envisager le rewilding à des échelles beaucoup plus grandes au regard des particularités de l'espace européen? En 2016, Aurora Torres a étudié la fragmentation du continent. Pour comprendre comment cette fragmentation agit sur les espèces, elle a recensé les infrastructures routières et ferroviaires, puis déterminé les distances qui nous en séparent, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Les zones les plus fragmentées de la planète se situent en Europe et en Amérique du Nord. Mais la question est, à quel point? Il y a quelques années, avec un groupe de chercheurs, nous avons estimé la distance de n'importe quel point du continent à la route la plus proche. Nous avons découvert qu'un quart du territoire européen se trouve à une distance de 500 mètres de la route la plus proche. La moitié à 1,5 km et pratiquement tout le continent à moins de 9 km. Cela veut dire qu'il n'y a presque plus de zones reculées et qu'elles se trouvent toutes en Europe du Nord. De grands espaces dédiés à des projets de réensauvagement peuvent-ils naître au cœur de cette densité? À Leipzig, au sein de l'IDIV, le Centre allemand de recherche intégrative sur la biodiversité, Aurora Torres et Nestor Fernandez essaient d'identifier ces zones. Ça signifie qu'à ce moment-là, ces zones étaient encore adaptées. Mais maintenant, elles sont peut-être fortement dégradées et donc inadaptées au retour de ces espèces. En réalité, en termes de couverture végétale, elles sont adaptées. Une évolution majeure du territoire européen guide leurs recherches. Un aspect important de notre travail est de prévoir, à l'échelle européenne, à quels endroits des terres seront abandonnées à l'avenir. C'est la conséquence des mouvements de population des campagnes vers les villes, car certaines zones agricoles ne sont plus assez productives. Ces zones sont adaptées à des programmes de restauration et de rewilding. La déprise agricole est une tendance générale en Europe. Entre 1960 et 2010, la population rurale a baissé de 70%. Les conséquences sur le territoire sont importantes, surtout dans les régions montagneuses et semi-montagneuses. Les terres n'y sont plus dominées par l'agriculture. Ce phénomène est loin de s'éteindre. D'après les projections, entre 5 et 15% des terres cultivées pourraient disparaître dans les endroits où une agriculture vivrière offre de minces revenus. Ce qui représente 30 millions d'hectares, 300 000 km², la taille de l'Italie. Si nous voulons que le rewilding soit une mesure efficace pour la préservation de la biodiversité, nous devons nous montrer audacieux. Il ne s'agit pas seulement de gérer des parcs naturels ou des zones protégées dans lesquelles nous introduisons des espèces. Il s'agit de gérer des territoires entiers avec les populations qui y vivent. La réintroduction des bisons en Roumanie en est une illustration. Elle tire avantage de la déprise agricole pour restaurer à grande échelle ces processus naturels par de grands animaux. Dans les réflexions sur le rewilding, il y a aussi l'idée d'aider les zones rurales à survivre économiquement en générant des activités liées à la vie sauvage.
L'ancien maire d'Arménis a ainsi accepté la réintroduction des bisons sur son territoire pour cette raison. Petru-Vela a répondu favorablement aux propositions de Franz Schepers et de son organisation Rewilding Europe, là où d'autres ont refusé. Nous faisons une sélection minutieuse des zones de rewilding où nous pourrions travailler en se basant sur des candidatures. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit aux gens et d'essayer de les convaincre, mais plutôt l'inverse. Ce doit être déterminé par la demande. Il est très important que ces initiatives soient portées et gérées localement. Nous avons un rôle de soutien. L'idée première a été de se dire que dès que nous aurions des bisons sur le territoire d'Arménis, alors la commune ferait parler d'elle. Et qu'à partir de là, nous pourrions développer la région du point de vue touristique. Le projet est encore trop récent pour que les retombées soient réelles. Minea Tănășescu s'intéresse aux perceptions des habitants sur cette expérience de rewilding dans leur commune. Sociologue à l'Université de Bruxelles, il parcourt l'Europe à la rencontre des communautés où ont lieu des programmes de réintroduction d'animaux. Les projets de rewilding sont souvent présentés comme des nouvelles ressources économiques pour des territoires ruraux abandonnés. Et à mon sens, il est aussi important que l'aspect écologique, pour que les communautés ne se sentent pas délaissées. Créer une nouvelle économie, basée sur le rewilding, est néanmoins très difficile. Les communautés humaines, surtout en Europe, se sont développées économiquement en exploitant les ressources du territoire. Là, on propose quelque chose de très différent, et sa réalisation n'est pas évidente. Un autre aspect est aussi important, celui de la cohabitation entre l'homme et l'animal, celui du conflit. Mattei a vu les bisons venir sur sa propriété. Quand le bison est venu, il a pris feuille après feuille. Et puis il a pris cette feuille, et encore cette feuille, et il a poussé l'arbre, jusqu'à ce qu'il le renverse. Et celui là-bas, et l'autre aussi, et encore un autre. Il les a tous poussés. Le niveau de tolérance des habitants à la faune sauvage est directement lié à l'ancienneté de cette coexistence. Par exemple, dans les communautés rurales des Carpates du Sud, on a toujours vécu avec les ours et les loups. Par conséquent, les conflits qui peuvent être provoqués par cette cohabitation sont gérés assez naturellement au niveau local. Il est certain qu'il sera plus difficile de faire accepter le retour de la grande faune dans des zones où celle-ci a disparu. Ce conflit homme-animal dépasse le cadre local et est entendu au sein de l'Union européenne depuis 2014. L'écologue irlandais John Linnell participe ainsi aux plateformes qui traitent ces questions au niveau européen. Il est confronté aux controverses que font naître le rewilding. Le théâtre du rewilding aujourd'hui, c'est le territoire européen. Là où presque chaque parcelle du paysage appartient à quelqu'un. Où les gens ont des droits de pâturage, d'exploitation forestière ou de chasse. Ils y ont des traditions, une histoire, peut-être des liens familiaux. Chaque pierre, chaque arbre, chaque champ appartient au tissu culturel et social. Si vous débarquez avec un plan de sauvegarde en disant « Ok, nous voulons dégager les gens », et que vous dites à tous ceux qui ont exploité ces verts pâturages dans la montagne depuis des générations « Non, non, nous ne voulons pas que vous restiez ici », à tous ceux qui vivent de l'agriculture vivrière « Allez, vous dégagez », et à ceux qui exploitent les forêts depuis des siècles, nous allons laisser libre cours à la nature. Cela fait sens du point de vue de la conservation de la nature, mais c'est très provocateur du point de vue des personnes qui ont vécu sur ces territoires depuis des générations. Ces bisons qui se roulent dans les champs résument les problématiques que pose le rewilding. À l'échelle du continent, sommes-nous prêts à cohabiter avec ces animaux et l'ensemble des formes de vie qui nous entourent ? À
remettre en cause des paysages et des pratiques qui façonnent l'Europe depuis des siècles en acceptant la libre évolution de certains écosystèmes. Le rewilding est une approche encore récente. Elle cherche ses réponses dans des expériences empiriques et variées sur l'ensemble du continent. Et aujourd'hui, les controverses que le rewilding fait naître ne semblent pas tant être écologiques qu'éthiques, sociétales, politiques. Elles interrogent notre propre place au sein de la biodiversité. Lorsque les gens me demandent ce qu'est le rewilding, je leur réponds que c'est un espace de débat, d'innovation, sur le futur de la nature et sur le futur de sa conservation. Pendant longtemps, la conservation consistait à gérer l'extinction. Il fallait protéger un petit groupe d'animaux qui peu à peu s'éteignent ou sont préservés dans des zones. Ce que propose le rewilding, c'est un programme plus optimiste pour l'environnement. Je pense que le rewilding nous remet en lien avec nos origines et nous rapproche aussi de notre histoire avec les animaux. Et je crois que le rewilding et tout ce qu'il engendre peut être une puissante source d'inspiration pour repenser la manière dont fonctionne la nature. Finalement, qu'est-ce que la nature ? What is in fact nature?